Sauriez-vous dire ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ou bien, connaissez-vous votre potentiel? Bienvenue sur le podcast Résonance. Tous les mois, parlons développement personnel, spiritualité, émotions, chemin de vie et expérience. Je m'appelle Mathilde Chauveau, je suis sophrologue et consultante en management. J'ai créé ce podcast pour faire résonner votre potentiel en s'inspirant de personnes qui ont réveillé le leur. Et si on explorait des parties insoupçonnées de nous-mêmes? Allez Résonance, fais-nous vibrer. Bonjour Camille. Bonjour Mathilde. Camille, je suis ravie de faire ce podcast avec toi sur le sujet de la relation homme-femme. Moi aussi, merci de m'inviter, de m'accueillir dans ton podcast. Camille, tu es psychologue clinicienne, tu accompagnes les personnes dans leur transformation individuelle pour trouver une plus grande liberté d'être. Tu es également formatrice en entreprise sur tout ce qui est les sujets du leadership et des soft skills, des compétences comportementales. Tu animes aussi des cercles sacrés qui sont des cercles de parole et d'écoute. Ton livre s'appelle La puissance du féminin et tu t'intéresses particulièrement au sujet de la vulnérabilité, du féminin et aussi de la relation homme-femme, le sujet de ce jour. Ce podcast sur la relation homme-femme va être abordé sous différents angles, comme par exemple le couple, l'amitié homme-femme et également nos parts masculines et féminines, des termes que l'on entend régulièrement et que l'on va revoir ensemble. Quand tu parles de parties masculines et féminines à l'intérieur de soi, moi, ça m'évoque en fait le yin et le yang. En fait, c'est vrai que avec mon livre, je pense que j'ai contribué aussi à créer une forme de confusion. Peut-être que j'étais pas assez aussi claire que je le suis maintenant quand je l'ai écrit. Mais c'est vrai que de parler de polarité masculine et féminine, je trouve que aujourd'hui, en tout cas, j'utilise plus ces mots-là parce que je trouve qu'on confond en fait masculin-féminin, même si c'est là, tu nous parles de deux polarités intérieures. On entend quand même homme et femme, hein, comme s'il y avait, je sais pas, mon homme intérieur, ma femme intérieure. Bon, alors ça, c'est peut-être une vision que Jung aborde et qui est intéressante de comprendre que chez les hommes, il y a une partie de notre anima qui serait quelque chose de plus féminin à l'intérieur à découvrir, et chez les femmes, ce serait plutôt l'animus. Mais dans ta question d'équilibre masculin-féminin, en fait, je pense plutôt à l'équilibre des polarités yin-yang. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, bien après l'écriture du livre, que c'était assez tard, finalement, dans la pensée taoïste, que le yin était associé au féminin et le yang associé au masculin. Un petit peu comme si on avait voulu justifier le fait que les femmes restent à la maison parce qu'elles étaient yin et que les hommes puissent aller dans le monde parce qu'ils étaient yang, et que du coup, il y a vraiment le yang, c'est le mouvement vers l'extérieur, et le yin, c'est le mouvement vers l'intérieur. Mais donc du coup, voilà, pour commencer déjà, j'ai envie de dire masculin, féminin, enlevons ces étiquettes qui créent de la confusion. Par contre, il s'agit bien, et je vois beaucoup de femmes dans ma pratique qui viennent avec ce désir d'avoir finalement une énergie ou une vie plus équilibrée. Et ce qu'elles mettent derrière, et ce que je vois aussi, c'est qu'elles portent souvent, et que la société aussi porte le yang comme une valeur qui a de la valeur, justement, enfin comme quelque chose de positif, donc notre capacité à passer à l'action, à faire, à être productif, à se fixer des objectifs et les atteindre, à prendre des décisions, voilà, tout ça c'est de l'ordre du yang, et que finalement, pour avoir une vie plus équilibrée, je dirais de manière générale, c'est intéressant de se demander la place qu'on laisse au yin, c'est-à-dire à notre capacité à écouter, à ralentir, à ne rien faire, à attendre. Et donc souvent, moi, ce que je vois, c'est des personnes qui ont besoin de faire plus de place à ce yin, en fait, plus de place à cette écoute, finalement. Comment as-tu fait pour accueillir cette partie yin et yang en toi? Ouais, il y a plusieurs choses. Une première chose, ça a été une sorte de changement d'orientation professionnelle. J'ai quitté le monde de l'école de commerce et un peu tout ce à quoi j'aurais pu aspirer en termes professionnels, voilà, en termes de carrière, de travailler dans une grande entreprise, d'être ambitieuse. Donc quelque chose que moi j'associais plutôt du côté yang à j'ai repris mes études moi pour devenir psychologue, donc d'être vraiment à mettre cette écoute au centre de mon activité professionnelle.
Mais ça, je dirais que ça a été une première étape pour moi qui était pas forcément consciente. Enfin, je l'ai pas du tout vécu en termes de yin et de yang. En revanche, j'ai découvert cette question du féminin, on va dire, des cercles de femmes, etc., quand j'avais 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pris conscience de l'importance d'écouter mon besoin de ralentir, le fait que, hormonalement, j'étais cyclique et que du coup, j'étais pas obligée d'être toujours linéaire. Et donc, c'est ouvert à moi avec cette question du cycle, par exemple, et la prise de conscience que j'étais beaucoup, beaucoup dans le faire et pas beaucoup dans la contemplation. La prise de conscience que je pouvais du coup vraiment faire les choses différemment dans ma vie. Et ça a été vraiment tout un apprentissage, hein, et ça l'est encore aujourd'hui, de cultiver cette forme de contemplation, cette capacité à ne rien faire, à vraiment faire des pauses, à pas forcément toujours vouloir produire ou toujours vouloir faire plus. Voilà, donc ça a été des chemins pour moi pour essayer d'avoir un équilibre des polarités, on va dire, voilà, meilleur. Et ce que je trouve vraiment passionnant à observer dans nos relations et dans nos échanges avec les autres, c'est qu'on va pas toujours activer notre partie yin et yang de la même manière en termes de proportion. Parfois, on va être en face de quelqu'un et on va sentir qu'elle a peut-être besoin d'un zeste de yin et avec une autre, il y aura peut-être besoin d'un zeste de yang. Et en fait, c'est comme si on s'auto-équilibrait et on se régulait ensemble. Et bien évidemment, ça ne va pas être vrai pour toutes les relations, mais pour certaines, ça peut exister. C'est vrai, en fait, je pense en tout cas, quand tu me dis ça, je me dis: «Moi, j'analyse que quand je suis», enfin, remarque, non, ça dépend. Peut-être si je suis avec des gens très yang, ça va être dynamisant pour moi, en tout cas un temps, et puis peut-être après ça va me fatiguer, mais du coup ça peut être dynamisant, je vais avoir envie de faire avec eux, je vais sentir que ça me donne de l'élan, et à l'inverse, je pense à une de mes amies par exemple qui est dans une forme de grande réceptivité, de grande douceur, et je sais que quand je suis avec elle, j'ai l'impression de parler hyper vite et de me sentir agitée, comparativement à elle. Donc je vois bien dans ce que tu dis la possibilité d'être, finalement un peu, enfin que cette énergie, elle diffuse quoi, dans la relation. Et en même temps, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez, rêveuse et solitaire, et donc il y a aussi le fait d'être en relation, c'est déjà un effort pour moi, ou en tout cas c'est pas à cet endroit-là que je me recharge. Donc je vois bien que quand je passe du temps à être en lien avec, une personne ou plusieurs personnes, j'ai besoin aussi de temps où je suis seule avec moi-même, et ça c'est quelque chose que je m'autorise beaucoup plus. Enfin ça fait longtemps, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est devenu, possible pour moi, alors qu'à une époque de ma vie, j'avais l'impression que je culpabilisais un peu en fait d'avoir besoin d'être seule. Il y a quelque temps, j'ai eu une discussion avec une amie, Anne-Charlotte, et je lui ai dit, lorsque l'on est toutes les deux, on a une grande tendance à être sur cette énergie de yang, c'est-à-dire l'action, la production, cette force. Et je lui ai dit, ça serait quand même intéressant d'aller observer l'autre dynamique, l'autre énergie du yin, pour s'accueillir différemment aussi dans l'amitié. C'est ça en fait, enfin, pour moi cet équilibre justement, il commence par une prise de conscience de, nos modes de fonctionnement, et c'est pour ça que je parlais de la société tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui valorise tellement l'action que ça paraît normal, et je vois des femmes pour qui vraiment c'est un chemin, et je me rappelle que ça a été le mien aussi, hein, mais c'est vraiment un chemin, donc c'est comme un processus d'apprentissage et de déconstruction, d'arriver à accepter d'être, oui, tu parles dans la sensibilité, dans l'écoute, dans finalement, bon, on peut opposer le faire à l'être aussi, hein, dans juste d'être dans l'être, dans ce qui est là, sans chercher à vouloir le transformer, résoudre un problème, avoir une solution, mais juste, être là, quoi. Mmh. Ouais. Et alors, cet équilibre yin et yang, en quoi cela t'a aidé dans ton rapport à l'homme en tant que femme? Quand j'ai commencé un peu à m'interroger sur ces questions, j'avais l'impression qu'il fallait que je valorise le yin parce que j'en manquais dans ma vie, et puis que ça a été aussi, on parlait de sensibilité à l'instant,
Moi, je me suis longtemps coupée de ma sensibilité en pensant qu'elle était pas adaptée. Donc, du coup, il y a eu toute cette période où je me suis rendu compte que finalement, c'était quelque chose à intégrer dans ma vie. Et donc, j'avais tendance à dévaloriser le yang. Mais à cette époque-là, je mettais encore les étiquettes masculin-féminin sur le yin et le yang. Et donc, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup en cherchant à valoriser ce que je qualifiais de féminin à l'époque, je dévalorisais aussi d'une certaine manière ce que je qualifiais de masculin. Et je pense qu'en faisant ça, c'était quelque chose de mon histoire familiale que je répétais en gros, les hommes sont les mauvais de l'histoire, quoi. Hein, et je pense que j'ai été élevée d'une certaine manière avec cette histoire-là ou cette croyance-là. Et donc, il y a eu un moment où j'ai bien compris que ça n'allait pas fonctionner très longtemps. C'était pas possible de valoriser une partie de moi et dévaloriser une autre partie. Donc, il y a eu, en fait, finalement, en même temps que que j'apprenais à valoriser ce que je qualifiais de féminin, qui était en fait mon yin, je pouvais aussi j'ai appris à voir la valeur de ce que je qualifiais être mon masculin et qui était en fait mon yang. Et finalement, ce qui au départ était peut-être une opposition, ça s'est fait pour moi dans une forme de, je sais pas, de balancement où, voilà, je me disais, ok, ne rien faire, ça a de la valeur, écouter ma sensibilité, ça a de la valeur, parler de mes émotions, ça a de la valeur, et aussi pouvoir manifester ce dont je rêve, pouvoir passer à l'action, pouvoir dire non, pouvoir là je sais pas si je fais une juste opposition, mais en tout cas ce que j'opposais à l'intérieur de moi, je me rends compte que ça avait de la valeur aussi en fait, et ça a été vachement important pour moi de dire que ça c'est mon masculin, parce que du coup ça a été comme une première étape pour finalement restaurer la valeur que j'avais un peu enlevée au genre masculin. Et là on parle vraiment d'un autre sujet, mais du coup mon rapport aux hommes s'est trouvé transformé aussi de ma capacité à valoriser à l'intérieur de moi ces deux polarités, quoi. Ouais. Et quand j'observe les relations hommes-femmes actuellement, je me dis qu'il y a plein de choses implicites qui peuvent se jouer et que ce n'est pas toujours très simple de se positionner. J'ai l'impression qu'avant, au temps de nos parents, grands-parents, les choses étaient assez définies en termes de genre. Et aujourd'hui, dans notre société actuelle, nos consciences étant en évolution, et heureusement, nos places en tant qu'hommes et femmes sont ou vont être plus partagées, et donc ça touche vraiment les rapports et la place des personnes dans leurs relations. J'entends souvent des femmes qui disent maintenant je suis plus entreprenante, donc elles laissent en fait cette partie-là d'elles-mêmes ressortir. Et j'entends aussi des hommes qui disent je sais pas forcément comment me positionner vis-à-vis des femmes maintenant parce qu'elles sont plus indépendantes, plus affirmées. Donc je pense que c'est pas toujours très simple. Oui, parce que du coup, heureusement, il est temps que les femmes se réapproprient leurs désirs, leur capacité à être entreprenantes. Enfin bon, voilà, heureusement qu'on sort de ces cases dans lesquelles la société nous a mises en tant que femmes. En tout cas, bon, on va dire, là, on est en train vraiment de faire des généralités. Évidemment, les histoires individuelles sont pas les mêmes, mais on a quand même été, en tant que femme, mise dans cette case de celle qui attend, la belle au bois dormant, la femme soumise, éventuellement la victime, éventuellement la putain. Bon, voilà, on n'avait pas beaucoup d'archétypes finalement pour assumer notre désir d'une certaine manière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, heureusement, et bien sûr ça bouscule. Et en fait, je pense qu'il y a des choses qui changent sociétalement, vraiment dans notre mode de penser aussi, la place des hommes et des femmes, mais du coup aussi à chaque relation intime. Et là, je dirais, c'est une histoire d'ajustement, d'écoute, d'autorisation. Et il y a un grand terrain de liberté en fait qui a gagné pour les hommes et les femmes, parce que les hommes aussi, ils sont complètement enfermés dans cette place où on leur a dit que c'était à eux de décider, de faire, de savoir, de dominer, d'être viril, etc. Bien sûr. Et d'après toi, qu'est-ce qui nous rend semblables, hommes et femmes? Ce qui me touche quand tu me poses cette question, je pense beaucoup à ces espaces où on peut être vraiment honnête avec l'autre, dans cet espace d'authenticité, d'honnêteté. Et c'est pour ça que tu parlais de vulnérabilité dans l'introduction. Moi, je mets cette étiquette-là parce que quand je suis dans cet espace vraiment d'honnêteté face à l'autre et que je me dévoile, je suis dans une forme de vulnérabilité. Et ça, dans cet espace-là, je suis plus homme ou femme. Enfin, c'est-à-dire que je pense que ce qui nous rassemble, c'est justement la complexité de notre être. Et donc, quand je m'autorise à sortir des rôles peut-être, ou quand je dis ça, en fait, je parle des rôles sociaux, mais aussi des rôles que je me suis construit.
moi-même en tant que femme. C'est-à-dire que moi, j'ai pu observer, par exemple, qu'en tant que femme, je, j'ai construit le rôle pour moi d'être celle qui attend que l'autre vienne me parler de son désir, par exemple. Ou alors de celle qui est regardée, ou alors de celle qui va argumenter intellectuellement et donc rentrer dans la relation en étant dans le mental. Donc tout ça, c'est des rôles, par exemple, que j'ai appris à construire dans ma vie et que je joue beaucoup plus avec les hommes qu'avec les femmes. Mais quand moi, je sors de tous ces rôles-là, dans cet espace d'être à être avec l'autre, bah, en fait, bien sûr que je peux voir que l'être en face de moi, c'est un homme par son histoire, mais d'une certaine manière, je me connecte ouais, d'être à être. Il y a plus du coup il y a plus tellement la question de l'identité en fait qui se pose. Et en fait, quand je dis ça, je sens que j'ai pu le vivre vraiment dans des espaces particuliers. Parce que sortir de ces espaces, et je pense notamment au cercle, hein, sortir de ces espaces, enfin moi, en sortant, je reprends mes identités en fait. Hein. Je reprends mon identité de femme, je reprends ces rôles, et donc je me dis bon bah voilà, il y a peut-être une pratique là à faire pour arriver à gagner en liberté et sortir de ces rôles-là. Et en même temps, bon, je me rends compte que dans ma vie quotidienne et dans ma vie sociale, je suis quand même dedans. Et pour toi, comment on pourrait travailler sur nos représentations, nos mécanismes mentaux concernant le genre opposé? Ben, c'est vraiment de là que tout part. Quand je parlais tout à l'heure de voir ce que je mets derrière ce mot masculin, par exemple, et donc là, c'est plus... bon, je peux parler de mon masculin intérieur, mais on a vu que c'était pas tellement à propos de ça, mais quand je pense voilà, aux hommes autour de moi, soit aux hommes de ma vie, soit à la communauté des hommes, on va dire. Donc là, on fait vraiment appel à l'imaginaire et du coup à l'inconscient. Hein. C'est quoi les mots que j'associe à ça? Et donc du coup peut-être pour travailler ces représentations, c'est vraiment se poser la question et puis voir tous les mots qui me viennent. Hein, qu'est-ce que j'ai envie d'associer au genre masculin si je suis une femme, et puis évidemment à l'inverse si je suis un homme. Et puis de se rendre compte, bah, combien il y en a de positifs, combien il y en a de négatifs, heu, et puis donc là, je dirais, c'est peut-être faire un peu un bilan. Et puis évidemment, la représentation qu'on a du genre opposé, ben, c'est ce genre opposé dans mes lignées, hein, c'est-à-dire mon père si je suis une femme, mes grands-pères, et puis évidemment, éventuellement, mon compagnon, de voir qu'est-ce qui se répète en fait dans ces étiquettes que je colle au genre opposé, sachant que en fait là je parle de mon compagnon, mais dans la relation amoureuse, la compagne ou le compagnon sont beaucoup en lien avec la mère. La relation que j'ai eue en tant qu'enfant avec ma mère vient beaucoup colorer la relation amoureuse, quel que soit le genre de la relation amoureuse hein, finalement, puisque c'est la première relation. Mais bon, je dirais au moins s'interroger sur la relation que j'ai avec le parent du sexe opposé et les grands-parents pour voir l'image que je me suis construite d'eux et comment ça vient du coup comme un filtre. Hein. Donc là, on est vraiment en train de travailler sur les croyances, comme un filtre qui m'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. De croire que les hommes étaient dangereux quand j'étais ado, par exemple, ça m'a empêché de voir qu'il y avait plein d'hommes qui l'étaient pas. Et moi, j'avais cette croyance que face à un homme, j'allais être une proie, j'allais être un objet, j'allais être voilà pas moi-même ou je sais pas. Et bah ça m'a empêché de voir tous ces hommes avec qui j'aurais pu être moi-même et avec qui j'aurais pu ne pas être une proie. Mais du coup, c'est le travail sur les croyances, c'est vraiment une première étape pour aller vers une relation justement d'être à être ou pacifiée. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, les filtres de la perception, les biais cognitifs. C'est vrai que par rapport à tout ce que l'on a pu recevoir de notre famille, de nos ancêtres, ce travail sur les croyances, les conditionnements, ça peut prendre plusieurs années, parfois même ça peut revenir. Et c'est pas toujours très simple de s'en décoller. En tout cas, c'est vrai que c'est nécessaire pour créer la relation que l'on souhaite avec le genre opposé et se dire qu'est-ce que je veux créer dans cette relation. Oui, complètement, parce que là, je parle de ce que j'ai appris dans la relation avec mon parent du sexe opposé, mais évidemment, après, il y a toutes les croyances qui sont transmises verbalement, je dirais, et donc les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, et donc du coup, évidemment, toutes ces croyances-là, parce que parfois elles sont nommées, mais parfois elles sont pas nommées. Hein, c'est-à-dire que là, quand je raconte mon histoire et je dis les hommes sont dangereux,
c'est pas non plus que j'ai vécu des dangers avec des hommes en étant enfant. C'est juste que c'est quelque chose que mon arbre, c'est-à-dire mes lignées, et notamment les femmes de mes lignées, avaient comme message, et ce message-là, il s'est transmis même de manière inconsciente, hein. Et donc c'est vraiment ça, s'interroger sur ces petites phrases en fait qu'on peut avoir, sur ces croyances qui font qu'on va voir le sexe opposé d'une autre manière. Et puis ce qui est évidemment intéressant quand on travaille sur les croyances, c'est de se rendre compte que tout ce en quoi je crois devient réel. Hein, je pense peut-être, tu as déjà dû parler de ça peut-être dans d'autres podcasts, mais une croyance implique une émotion qui me met dans un état particulier, qui fait que je vais me comporter d'une certaine manière. Donc pour reprendre mon exemple, si moi, j'ai l'impression que les hommes sont dangereux, quand je suis face à un homme, je vais avoir peur comme émotion, et du coup, dans mon comportement, je vais me comporter depuis cette peur. Et du coup, évidemment, je vais jouer des choses qui vont faire que ma croyance va se valider, et peut-être si j'ai peur, bah, je vais un peu me cacher, je vais pas oser dire les choses, je vais baisser le regard, et du coup, je vais d'une certaine manière, par mon comportement, mettre l'autre dans cette place de bourreau alors que l'autre n'a rien demandé, hein. Et donc, du coup, la croyance se valide, quoi. Mm. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur les représentations mentales vis-à-vis de l'homme ou de la femme. J'avais quand même cette vision biaisée aussi de l'homme avant, parce que finalement, il y avait certaines peurs, certaines blessures, etc. Et le moment où je m'en suis approchée, où j'ai pu aller observer l'homme avec sa profondeur, où j'ai pu questionner cet être en face de moi, je me suis rendu compte que l'homme en face de moi, il a toutes ses profondeurs, toute sa sensibilité, tout cet humour. Il a tout en fait à l'intérieur de lui. Et parfois, c'est juste notre regard qui est à changer. Oui, en fait, quand tu dis aller à sa rencontre en profondeur, pour moi, c'est vraiment cette capacité d'être vraiment à l'écoute de ce qui est là, c'est-à-dire de pas vivre dans l'histoire que je me raconte, de comment ça devrait se passer, mais vraiment être en lien avec le réel, c'est-à-dire être en lien avec l'être qui est en face de moi et pas ce que je me dis de lui. Et c'est, ben oui, bien sûr, ça prend plus que des années même, je pense. Ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre vraiment du temps. Parce qu'il y a tellement à déconstruire, et c'est aussi pour ça, bah, on a dit qu'on parlerait pas que du couple, mais en tout cas dans le couple c'est un beau laboratoire, heu, pas forcément de la relation homme-femme, hein, même de la relation homme-homme ou femme-femme, mais l'autre qui est en face de moi me met face à toutes ces projections en fait que je vais projeter sur lui. Et puis donc s'il y a suffisamment d'amour, bah, on peut se rendre compte qu'il s'agit souvent de projections, et puis du coup je peux me les réapproprier et vraiment laisser la place au réel. Mais pour moi, c'est pas très facile. Est-ce que tu penses qu'une relation homme-femme peut se construire sans ambiguïté? Moi, j'ai assez peu vécu de relations hommes-femmes qui se sont construites sans ambiguïté des 2 côtés. Mais je pense que ça parle de, mon rapport, en tout cas, à la séduction. Heu Parce que, justement, ce que je disais dans ces espaces, par exemple, particuliers, des cercles, hommes-femmes, des cercles mixtes, où je vais rencontrer vraiment un être en dehors de tous mes rôles sociaux, et de mon identité de genre. Ben, finalement, dans la vie, au quotidien, on porte cette identité de genre. Et puis, il y a entre un homme et une femme, quand même, toujours cette question du désir qui peut se poser. Bon, là, je parle encore une fois de relations hétérosexuelles, hein, mais du coup, le fait qu'il y ait est-ce que ça peut se construire sans ambiguïté? Je ne sais pas. Mais par contre, que les ambiguïtés puissent être levées, puissent être nommées, qu'il puisse y avoir de l'ambiguïté d'un côté et puis pas de l'autre, qu'il peut y avoir de l'ambiguïté au début et puis plus, bien sûr, hein, évidemment, heureusement. Mais je je sais pas, ce serait un peu, mais bon, j'ai pas je veux pas dire que c'est une vérité, hein, mais pour moi, ce serait un peu comme dire, bah, on peut se rencontrer, sans nos identités sexuelles, et je crois pas que ce soit vrai, en fait, sauf si on est dans une grande forme de déni des 2 côtés, mais on est dans des identités sexuelles, donc bien sûr il peut y avoir de l'ambiguïté. Et du coup, ça vient poser la question de l'amitié homme-femme.
Pour toi, est-ce qu'elle peut vraiment exister et perdurer? Oui, bah, je pense heureusement quand même. Donc du coup, avec cette ambiguïté, après cette ambiguïté, malgré cette ambiguïté, bien sûr qu'il y a de l'amitié homme-femme qui peut exister, heu et perdurer, bien sûr. Parce que là aussi, en fait, dans un lien d'amitié, on est dans cette relation d'être à être. Je peut-être que justement, du coup, tu vois, j'élabore ça en discutant avec toi, je sais pas si c'est vrai encore une fois, mais peut-être que dans la rencontre se jouent plus facilement nos identités sexuelles et que finalement, bah, après la rencontre passée, quand on plonge dans l'amitié, c'est-à-dire qu'on plonge dans quelque chose de plus profond que, peut-être, ce qui peut être de enfin, je sais pas si c'est plus profond, mais bon, ouais, voilà, en tout cas d'une relation d'être à être et là, il y a autre chose qui prend le relais, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un vaste sujet. J'ai pas eu énormément de relations amicales avec des hommes. En tout cas, celles qui existent sont de véritables amitiés. Et c'est très chouette de le vivre. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait, tant qu'on ne verbalise pas à l'autre euh, la profondeur de l'amitié, que l'on ne verbalise pas en fait qu'il s'agit d'une amitié, c'est vrai que les doutes peuvent persister, quelque chose qui n'est pas posé en fait, et ça entraîne soit des problématiques, soit des ambiguïtés assez fortes. Oui, tout à fait. En fait, finalement, quand tu dis ça, je me dis, c'est cette, peut-être je pourrais avoir une tendance à justement dire, c'est pas un sujet et donc du coup à retirer mon identité sexuelle de femme face à l'homme qui est en face de moi, peut-être pour éviter la discussion ou peut-être pour éviter d'avoir à aller dire à l'autre, bah, mais je me souviens très bien comme ça de, moi j'ai commencé les cercles dans des cercles mixtes, vraiment pour travailler sur la relation homme-femme, et je me souviens que on avait une forme de règle un peu au début qui disait quand on intègre des nouveaux, ben on va parler de cette question de la séduction. Est-ce que je me sens attirée par toi? Est-ce que je sens dans ton regard qu'il y a quelque chose qui me touche vraiment dans mon identité sexuelle? Pour pouvoir le nommer et justement pas rejouer un jeu peut-être qu'on joue habituellement pour ouais voilà prendre conscience de ça et voir ce qu'il y a derrière en fait. Ah ouais, et en même temps, ça, c'est un peu qui tout double, hein. Oui, bah, c'est assumer en fait. Mais on parlait tout à l'heure d'assumer son désir hein, en tant que femme. Ben voilà, bah, pour moi en tout cas c'est pour ça que je disais que c'est pas simple, c'est que c'est encore un apprentissage, hein, même si ça fait voilà plusieurs années que c'est un sujet pour moi. Mais en même temps, bah bon voilà, c'est tellement important. Oui, oui, c'est vrai. Et pour en revenir au couple, penses-tu que le couple peut être vu comme une partie de notre évolution spirituelle? Oui, enfin, en tout cas, je crois vraiment que l'espace du couple, pour reprendre un terme de Florentine d'Aulnoy-Wang, qui a beaucoup travaillé sur le couple, l'espace du couple, c'est un espace vraiment pour grandir, en fait. Pour grandir, donc pour aller, ben, comme on disait tout à l'heure, déjà regarder les endroits de moi où je suis blessée dans mon lien à l'autre genre, et puis pour bah, parce que l'autre, en fait, va toujours venir appuyer sur, les boutons qui sont sensibles chez moi. Donc en fait, finalement, je peux me dire dans mon couple, dès que ça va pas, je peux me dire, «Oui, bah, l'autre, c'est mon ennemi», ou, «C'est mon» voilà, enfin, je suis contre lui parce qu'il est pas assez bien, parce qu'il m'apporte pas assez, parce qu'il je sais pas quoi. Ou je peux me dire à chaque fois, bah, tout ce qu'il fait vient activer des choses chez moi et comment est-ce que moi je peux prendre soin de ça? Comment est-ce que je peux prendre soin de, je sais pas, voilà, mon désir d'être toujours plus écoutée, d'être toujours plus aimée, parce que finalement, bah, l'autre viendra jamais complètement répondre à mes besoins, hein. Donc enfin, je rentre, en tout cas moi je suis rentrée dans ma relation de couple, dans mes relations de couple avec ce désir-là, de trouver, quelqu'un qui va tout comprendre, tout répondre à toutes mes demandes et cetera, et puis évidemment, bah, c'est pas possible donc du coup, voilà, l'endroit où ça me manque, ça me permet de regarder à l'intérieur de moi ce qui a besoin de grandir, en fait, hein. Donc je trouve que c'est un beau laboratoire quand l'un et l'autre ont conscience de ça. C'est-à-dire quand on se regarde vraiment comme, partenaire d'évolution et puis quand il y a de la communication.
parce que bien sûr, ça nécessite beaucoup de communication, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça peut être un chemin d'évolution à deux. Mmh. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de communication dans le couple, c'est pas toujours très simple de le faire. Parfois, on se dit on communique assez bien, et puis en fait après on peut se rendre compte aussi que on pourrait aussi gagner en communication pour aller en plus en profondeur. Et ça dépend des deux individus dans le couple, leur capacité à le faire, à être aussi en totale authenticité, accueillir la vulnérabilité. Et c'est vrai que c'est un chemin d'une vie, en fait, d'aller là-dedans. C'est vraiment, c'est pas simple. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup expérimenté ces dernières années, comme c'était difficile pour moi d'être vulnérable dans mon couple. C'est facile de pouvoir en parler après et après coup de dire: «Bah, voilà, ce que tu as fait, ça m'a touchée, ça m'a blessée», voilà, et pouvoir en communiquer après. Mais dans ce moment où je me sens vulnérable, en fait, moi, j'ai vraiment identifié que j'avais plutôt envie de fuir la relation, d'être toute seule, je sais pas, de fermer la porte, de partir, marcher 3 heures, de prendre un bain, enfin, voilà, de faire des choses pour pas être avec l'autre, et finalement d'assumer ma vulnérabilité et ma fragilité au moment où je la vis avec l'autre, ben oui, c'est un exercice que je trouve, vraiment difficile et en même temps, c'est tellement précieux. C'est-à-dire je vois aussi comme ça a pu débloquer des choses dans ma relation de couple, hem, pas simplement de gérer les choses de mon côté puis de pouvoir débriefer après, mais vraiment de dire: «Bah, voilà, là pour l'instant moi je suis juste dans cet endroit de vulnérabilité, j'ai pas de solution mais j'ai besoin que tu le saches en fait» et ça a pu finalement ouvrir plus de portes que de dire: «Bon OK, je vais gérer mon truc de mon côté» et puis Ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux auditeurs, aux auditrices pour avoir une relation de couple harmonieuse? Bah, je pense que le premier conseil déjà, c'est, d'être à l'écoute de soi, chacun individuellement, c'est-à-dire, d'apprendre à, ben, savoir dire non, savoir poser ses limites, savoir quand on a besoin d'être à 2, quand on a besoin d'être seul. Ça, c'est vraiment un premier conseil et puis le deuxième, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire d'être capable de défaire les croyances qu'on a sur le genre opposé et le plus vite on pourra les défaire, le plus vite on pourra être vraiment en lien avec l'autre qui est en face de nous. Hem, donc ça veut dire, ne pas, enfin, entendre ces petites phrases quand elles viennent dans notre tête, hein, souvent donc sous forme de jugement. «Ah, il est trop ci, il est pas assez ça» ou «Elle est trop ci, elle est pas assez ça». Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est, ce que, j'ai entendu dans mon histoire familiale? Donc ça, ce serait vraiment, je pense, en fait, la clé la plus importante et puis ensuite, communiquer. Donc pouvoir dire à l'autre, bon, là aussi, je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui connaissent, hein, et sinon je vous invite à aller voir, au sujet de la communication non violente. Comment est-ce que je peux communiquer en parlant de moi, le plus factuellement possible? Quand il se passe ça dans la relation, voilà comment est-ce que je me sens et donc de pouvoir parler de ses émotions à ce moment-là et pas de nos jugements, hein, et ça, c'est souvent un peu le risque, parce que de dire, «Quand tu fais ça, je me sens blessée, je me sens jugée, je me sens, je sais pas quoi», là, on est en train de faire nos jugements, hein, de parler de nos jugements. Mais finalement, je me sens triste, je me sens en colère et puis de pouvoir dire: «Bah, je me sens en colère parce que j'ai besoin de, je sais pas, j'ai besoin de communication avec toi, j'ai besoin de lien, j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de» voilà. Et puis de pas s'arrêter là. C'est-à-dire de pas croire que l'autre va répondre à mes besoins, mais de pouvoir faire une demande précise à l'autre. Et ça aussi, ça, pour moi, ça, c'est de l'ordre de se réapproprier son désir, c'est se réapproprier aussi, bon, voilà, moi j'ai besoin d'amour, mais de toi concrètement, j'ai besoin que quand tu rentres à la maison, la première chose que tu fasses, c'est de venir me dire bonsoir, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de concret pour pouvoir aider l'autre aussi à se positionner et pas attendre encore une fois que l'autre est là pour répondre à mes besoins. Non, l'autre il est là pour répondre à des demandes concrètes que je lui formule et donc arriver à les formuler. Euh, voilà, des petits conseils. Pas toujours facile à appliquer, mais des bonnes pistes, je pense, pour rentrer dans une forme de maturité en fait. Ouais, et je trouve que le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus est vraiment aidant pour défaire les croyances limitantes que l'on peut avoir
sur le sexe opposé? Je l'ai pas lu, j'avoue, ce livre, mais je suis sûre, enfin, en tout cas, voilà, je crois que c'est un livre qui met un peu les pieds dans le plat. Et quelle serait pour toi la relation idéale homme-femme dans un monde encore plus moderne? Du coup, en fait, dans ta question, je me demande si il y a un moment où justement nos identités de genre, elles seront pas moins marquées d'une certaine manière, si on peut pas avoir accès à l'autre dans ce qu'il a de différent de moi, mais pas nécessairement dans cette identité genrée. Et en même temps, quand je le dis, je me dis: «Bon, est-ce que ça voudrait dire, en tout cas, ça nécessiterait vraiment que les hommes et les femmes, collectivement, on reconnaisse notre héritage, l'héritage du patriarcat, l'héritage de l'inconscient collectif et qu'on arrive à le déconstruire suffisamment pour qu'il pèse plus, dans la relation». Je sais pas si c'est utopique de vouloir ça ou pas. En tout cas, dans l'idéal, voilà, cette relation d'authenticité, de vulnérabilité, d'être à être. Ouais, ce serait bien si on arrivait à être là-dedans tous. Merci Camille. Merci Mathilde. Ce que je retiens de ce podcast et ce qui résonne en moi, c'est le fait d'accueillir notre partie yin et yang en nous, qui sont complémentaires et indispensables pour notre développement sur Terre. L'homme et la femme sont yin et yang à la fois. La première chose aidante pour moi est de prendre conscience de la profondeur de ce que représentent ces deux polarités, de les ressentir et d'observer notre capacité à les équilibrer. Nos lignées familiales peuvent influencer notre représentation de l'homme et de la femme. Je peux me poser les questions suivantes. Quel modèle familial ai-je reçu concernant la vision de l'homme ou de la femme? Quelles sont les idées associées qui me viennent à l'esprit lorsque je pense au genre qui m'attire? Ai-je besoin de réactualiser cette vision pour me libérer de schémas répétitifs dans ma vie actuelle? Tout ce en quoi je crois devient réel. Une croyance implique une émotion qui me met dans un état particulier et qui va influencer mon comportement. Les autres sont des leviers de notre évolution. Ils peuvent nous aider à conscientiser des parties insoupçonnées de nous-mêmes et peuvent en révéler d'autres. Je retiens aussi 3 clés fondamentales pour des relations harmonieuses. La communication non violente, la vulnérabilité et l'honnêteté. Et vous, qu'est-ce qui résonne en vous ? C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous.